Écoutez, bonjour à tous. Bon, effectivement, c'est vrai qu'il y a un tsunami juridique qui s'est abattu sur toutes les entreprises et on découvre aujourd'hui en fait l'impact du règlement. C'est vrai que jusqu'à présent, on faisait une déclaration et puis on pensait que c'était terminé. Et là, maintenant, on a beaucoup d'itérations et c'est vrai que c'est beaucoup de documentation juridique. Et ce que je disais à Valérie, c'est que autant dans les années 2005-2010, c'était le DSI qui était à la tête de l'entreprise et qui s'occupait de la data, autant entre 2010 et 2015, on a vu le marketing, vraiment il était partout, c'était lui, monsieur digital. Autant avec le règlement, on se rend compte que c'est la DRH ou la direction juridique qui vient, si vous voulez, qui s'occupe de ces questions et qui prend la main et la direction. Il y a même le DAF. Et puis beaucoup de personnes dans les entreprises se rendent compte qu'il y a un nouveau poste qui est le DPO et certains se posent la question de savoir si ce n'est pas une opportunité aussi de devenir Mrs. ou Mister Data DPO. Donc je vais avec vous faire ce point sur, donc il n'y a plus que 70 jours, donc finalement si vous découvrez qu'est-ce que c'est que le RGDP, c'est un peu tard, mais en même temps c'est pas trop tard. Et puis de toute manière ce qui est important, et je voudrais le dire avant de commencer, vous avez deux objectifs. Un, c'est de tenir un registre. Alors, c'est le premier point. Et le deux, donc c'est l'article 30 du règlement. Et deux, c'est désigner, si cela est nécessaire, un DPO. Hein, voilà un petit peu les points sur lesquels ce qu'il faut retenir. Et puis j'ai décidé aujourd'hui, puisque vous étiez, de le regarder sous l'angle de la direction juridique ou des questions juridiques qui peuvent être posées, notamment des traitements juridiques qui peuvent exister dans une entreprise. Et on verra ensuite comment on met la mise en conformité, des solutions qui peuvent être mises en place. Un des points déjà majeurs, c'est que le responsable de traitement et puis donc toute l'équipe qui travaille avec lui doit être sensibilisé à la protection des données. Et donc un assistant ici, vous allez tous avoir des attestations. Ces attestations, vous devez les mettre dans vos dossiers parce que c'est déjà un début de sensibilisation et d'intérêt par rapport à la question. Le plan que j'ai décidé de suivre avec vous, il est très simple, mais en même temps, on va regarder quel est le nouveau cadre pour les données personnelles, quelle est les notions essentielles, quels sont les grands principes, quels sont les droits des personnes, les obligations et les mesures de conformité, et puis le service juridique, donc comment ça se passe au sein d'un service juridique. Et à partir de là, si vous voulez, on pourra répondre après à toutes vos questions. Je pense qu'il y en aura un certain nombre. J'ai essayé de faire ça aussi de manière très didactique. C'est peut-être pour montrer aussi comment le droit, en matière de sensibilisation, il y a plein de solutions aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que je suis ravi de le faire avec Omundi, puisqu'on on a travaillé ensemble et j'ai développé, alors je le dis en avance, mais voyez, je suis à ma 40e mise de conformité dans plusieurs grands groupes et j'ai déjà un certain nombre de mandats. En fait, généralement, quand on fait les mises en conformité, après on nous demande si on veut être DPO. Je me suis rendu compte qu'en matière de sensibilisation, il y avait de gros problèmes, donc on a développé un serious game. Et on a fait un truc, alors on s'est amusé, je peux vous dire que l'année dernière, j'ai organisé le procès du transhumanisme. Je suis aujourd'hui dans l'équipe de Netflix pour les films Black Mirror, pour ceux qui aiment bien ça, si vous connaissez. Et donc, fort de tout cet apprentissage, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de créer un serious game. Et on a mis en place quelque chose qui est assez intéressant. Bon, je vous en parlerai pour vous montrer, mais vous allez voir déjà, une partie de la présentation que j'ai faite figure dans le serious game. Hein, voilà. Alors, juste avant de commencer, alors bon, c'est toujours les problèmes techniques. Je suis allé sur le site de la CNIL. Il y a une petite vidéo qui dure 3 minutes et qui dit la CNIL, c'est 40 ans. Je vous invite à la voir. Là, je ne vais pas le faire parce qu'on a des problèmes techniques de son, etc. Je suis désolé. Elle était sympa. Ça permettait de remonter dans le temps. Vous commencez par Léon Zitron et vous finissez sur Macron. C'est très intéressant. Mais moi, je voudrais vous faire des petits flashs. D'abord, le premier, je voudrais vous demander, est-ce que vous savez en quelle année a été mis en place le numéro de sécurité sociale? 77. Qui dit mieux ou moins? Tout est possible, allez-y. 46. 48, 42. 42. Plus tôt, plus tard. 45. Qui dit mieux? Qui dit moins? Bon, je vais pas on pourrait jouer ce jeu. En fait, c'est en 1940. Est-ce que vous savez pourquoi? Le maréchal Pétain voulait recenser la population juive en France. Et donc, il a fait un numéro particulier. Et donc, dans le numéro de sécurité sociale, on avait un numéro qui permettait, en fait, de pouvoir savoir qui on est, où on est, en quelle année on est né et dans quelle confession on est en France. Eh bien, ce numéro, c'est quand même assez intéressant. On l'a toujours.
Et vous comprenez pourquoi quand on parle en matière de données, on est toujours un peu terrorisé, nous les Latins. Et c'est vrai pour la France, c'est vrai pour les Espagnols, c'est vrai pour les Italiens, c'est vrai pour les Allemands, c'est vrai aussi pour les Russes, c'est vrai pour les Polonais. Il y a, si vous voulez, on est vraiment terrorisé par rapport à l'utilisation de nos données. Et de l'autre côté, vous avez les anglo-saxons qui n'ont jamais été occupés, qui n'ont pas su ce que c'était que la dénonciation et qui, eux, s'en fichent complètement. Mais ça, c'est un point important. Deuxième question, alors je n'ai pas ma vidéo, alors je vais poser des questions, c'est quand même toujours intéressant. Qui c'est qui pense qu'il est propriétaire de ces données? Vous pouvez, donc la question c'est oui ou non, hein, et c'est un débat qui a été, en fait, qui va aller jusqu'en 2014, donc c'est quand même un point important. Qui c'est qui pense qu'il est propriétaire de ces données? Allez-y, vous aviez levé le doigt, allez-y. Qui c'est qui pense qu'il n'est pas propriétaire de ces données? C'est vrai qu'on a un public juriste ici. Ah, d'accord. Alors, je vais vous dire, je donne la réponse. On pourrait dire aussi ça dépend lesquels, ça c'était aussi un autre courant. En fait, la question est de dire que depuis 1843, il n'y a plus de possibilité d'être propriétaire de ces données, pour une raison très simple, c'est qu'on a aboli l'esclavage. Et qu'à partir du moment où, en fait, on a aboli l'esclavage, on ne peut plus être propriétaire d'une personne. Et donc, si vous voulez, par rapport à ça, il n'y a pas de propriété de la data, des données à caractère personnel, qui est un résidu de la personne. Ce qui est important, c'est que sur les données, nous avons des droits. Et c'est tout à fait, le droit, c'est la protection des données à caractère personnel. Nous avons des droits, et c'est même un principe qui est dans le règlement, qui avait été rappelé dans le rapport du Conseil d'État en 2014, qui s'appelle Numérique et Société, qui est vraiment génial, et il y a beaucoup de choses, qui s'appelle l'autodétermination informationnelle. Donc c'est un grand principe, et donc qui dit que, en fait, nous avons des droits là-dessus, et nous devons pouvoir justifier que ces droits ont bien été transmis, et ont bien été, en fait, si vous voulez, on a été autorisé à le faire. Il y a le consentement, il y a l'information, on y reviendra tout à l'heure. Bien, autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est l'État aujourd'hui, par rapport au règlement, finalement, il y a des statistiques qui montrent que, à peu près, il y a 12% des entreprises en France qui sont en conformité. Donc, ça veut dire que tout le reste ne l'est pas. Hein. Donc là aussi, ce qui est important, c'est que vous ayez entrepris les démarches, mais surtout, ce qui est important, c'est que vous ayez préparé votre registre. Alors ça, c'est pour la France, mais si vous allez dans les pays nordiques, eux, ils sont déjà en conformité. Moi, je travaille pour des sociétés qui sont danoises, des sociétés allemandes, des sociétés... le Nord est plus, si vous voulez, est plus au point que les pays latins. L'Espagne aussi est très en avance aussi, mais c'est normal parce que l'autorité de régulation espagnole, elle se paye sur les sanctions qu'elle met en place. Bon, alors voilà, on parle d'un nouveau cadre pour les données à caractère personnel. Les principes, ils ont été rappelés tout à l'heure par Valérie, mais c'est vraiment important. Il faut le voir comme une vraie, véritable opportunité. De toute manière, tous les services juridiques qui sont là, vous avez tous reçu en tant que sous-traitant pour vos prestations de services des demandes de vos clients qui demandent de justifier et de vous demander si vous êtes en conformité. Certains ont même reçu des sortes de checklists en disant est-ce que, et on vous demande de revoir vos contrats. Donc aujourd'hui, c'est quand même une nécessité et tout le monde demande. C'est même une question qu'on pourrait se poser, c'est quelle attestation dois-je fournir, qu'est-ce qu'elle doit contenir, et c'est des vrais enjeux. Alors, le premier point, c'est créer la confiance et l'adhésion. Dans l'économie numérique, si la data, c'est l'or noir du XXIe siècle, encore faut-il qu'on puisse la donner. Vous savez que les gens ont une vraie réticence. Il y a un sondage de KPMG qui est très intéressant, qui dit que dès lors qu'on vous demande de confier vos données, il y a 55% des gens refusent de faire des achats parce qu'ils ont peur d'une utilisation qui va aller au-delà, ils ont des craintes, donc c'est vrai que c'est un enjeu majeur. Sécurité juridique, c'est renforcer en fait les projets et valoriser ces données. Je vous parlerai de la décision qui avait été rendue par la Cour de cassation, chambre commerciale, sur la valeur d'un fichier et non déclaré, et puis on pourrait se poser la question, toutes les entreprises qui n'ont pas mis en place leur registre, est-ce qu'elles ont des fichiers qui peuvent être commercialisés? Et puis l'avantage concurrentiel, évidemment, on répond à des appels d'offres. Si vous n'êtes pas en conformité, vous ne pouvez pas le faire. Et d'une manière générale, c'est l'avenir des entreprises. Et ceux qui sont les premiers, on le voit aujourd'hui, ce sont les grands éditeurs, enfin les grandes sociétés, elles veulent pouvoir dire j'ai une démarche privacy by design, j'ai une démarche accountability. Donc c'est des notions que vous verrez à la fin de cette intervention, vous serez tous sensibilisés autour de ça. Alors, la nouvelle réglementation, effectivement, alors il y a un point, ce n'est pas à vous que je vais le rappeler, mais elle rentre en application le 25 mai 2018. C'est-à-dire qu'elle est déjà en vigueur, mais elle rentre en application le 25 mai. C'est-à-dire que nous sommes dans une période de transition
C'est un règlement, vous savez la valeur d'un règlement, donc si vous voulez, il y a pas, on n'est pas dans une phase d'harmonisation. La vertu de ce règlement, c'est que c'est directement applicable. C'est comme si demain l'État décidait de changer en fait la conduite sur les routes. De 90, on passe à 80, c'est immédiat, et on peut prendre des sanctions là-dessus. Donc c'est pour ça que c'est quand même important. Certains découvrent et disent « Ah, mais il va y avoir un temps d'adaptation ». Non. Et j'allais dire, c'est vrai que vous ne risquez rien. Alors j'allais dire une chose, finalement, vous ne risquez rien, sauf si jamais il y a des plaintes. Et là, la CNIL est obligée d'instruire. Et je peux vous dire une chose, c'est en train de se préparer. Hein, et notamment dans une question de portabilité, les entreprises qui sont avec des données B2C, franchement, il fait chaud. Hein. Donc c'est des points qui sont quand même importants. Et ça va entraîner aussi une modification de la loi informatique et liberté. Alors pour faire le point, le règlement, il y a 188 considérants, 99 articles, et dans le cas du texte, il y a 50 renvois qui disent la législation nationale pourra statuer sur certains points. Les autres points, ils sont appliqués, c'est l'article 83 qui le prévoit, et même dans le projet de loi, c'est prévu. C'est quand il n'y a pas une disposition particulière, c'est le règlement qui s'applique. Autre chose aussi, pour avoir fait plein de mises en conformité, si vous êtes des juxtaboutistes, ça c'est un point aussi important à savoir, et que vous vouliez être dans une conformité absolue avec une démarche informatique et technique, vision DSI ou consultant, vous avez 4832 points de conformité si vous voulez respecter le règlement. Donc c'est devenu, c'est une folie. Donc c'est là où le juriste doit jouer un rôle important, et c'est pour ça que j'ai dit, c'est d'abord juridique. La mise en conformité, ce n'est pas du management de transition, c'est de l'itération. Et là aussi, je vois des rapports aujourd'hui, franchement, on demande à faire des gens interviennent pour faire des diagnostics flash. Quand vous lisez ces diagnostics, franchement, c'est des bombes à retardement. Conformité sous réserve, mais qu'est-ce que ça veut dire? Faible niveau de sécurisation. Ben, si vous avez un rapport comme ça, vous êtes un agent de la CNIL et puis vous regardez ça, qu'est-ce que vous faites? Vous tapez dessus. Méfiez-vous, enfin, et c'est pour ça que je suis ravi d'avoir vu que c'était vraiment les directions juridiques qui sont là-dessus, mais évidemment, ils doivent être dessus. Et c'est là où vous avez vraiment cette sensibilisation, oui, et renvoyez-vous. Alors moi, je travaille aussi avec des entreprises, ce qui est important, et vous le savez, le droit n'est pas une science exacte, le droit c'est une science, il est soumis à interprétation, il y a des vrais débats qui sont derrière ça. Regardez sur la propriété des données, regardez quand vous avez un philosophe comme monsieur Pascal Koenig qui vous écrit à tour de bras qu'il faut vendre ses données, mais c'est tellement ridicule. Vendre ses données, c'est reconnaître une propriété. Est-ce qu'on a besoin de ça? Le don du sang, c'est un don. Et c'est là où les juristes, il n'y a pas un seul juriste, on est là et on dit bravo monsieur, mais non, arrêtons. Ça serait débile d'accepter que l'on puisse vendre ces données. En revanche, qu'on puisse y trouver une redevance, en revanche qu'on puisse y greffer des... Oui, c'est possible. Mais la patrimonialité de la donnée, oui, on peut en parler, mais pas de la vente. On revient à l'esclavage dans le monde numérique. Vous voyez, c'est des points importants. Et tout ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, je rencontre beaucoup d'insatisfaction, de gens qui sont venus. Là aussi, je voudrais dire un autre point, puisqu'on est avec des staffs juridiques ici en face de moi. Le règlement de la protection des données implique un raisonnement par traitement, pas par données, par traitement. Et donc tous ceux qui arrivent aujourd'hui qui disent « alors on va voir où sont les données sensibles ». Attends, dis-moi d'abord quels sont mes traitements et pourquoi j'ai des données sensibles, on verra après, mais parce que ça doit correspondre à des finalités. Donc je vais essayer avec vous, dans le temps qui m'est imparti, de vous donner les grands principes, tac, tac, tac. On va ensuite, à partir de là, voir ceux qui changent. Et puis ensuite, on voit comment on fait la mise en conformité, étant précisé. Alors moi, c'est mon expérience, je ne sais pas. Mais nous, quand on rentre sur un dossier, quand on fait une mise en conformité, il nous faut à peu près 14 semaines. Et j'ai des équipes qui sont vraiment rodées. 14 semaines. Autre chose aussi, je vais vous dire, selon la taille de l'entreprise. Dans les entreprises, et c'est à peu près ce qu'on trouve, à peu près, on a dans une entreprise PME entre 30 à 60 traitements. La direction, le DRH, il y en a déjà 16. La direction juridique, avec ces questions de sous-traitants, on peut arriver à des trucs incroyables. Et puis, donc ça, la direction marketing, etc. Et puis, quand on est dans des organismes publics, puisqu'il y a des obligations aussi pour les organismes publics, les mairies, les collectivités, on est à peu près à 300 traitements. Dans une journée d'interview, je vous donne un peu les points, parce que si vous voulez vous amuser à le faire, parce que, pourquoi pas, dans une journée d'interview, vous arrivez à faire 6 interviews. Vous arrivez à découvrir 6 traitements. Après, il faut les mettre en place. Il faut 2 à 3 jours.
voilà, vous avez à peu près tous les critères, puisqu'on vous facture après en jour homme, vous avez un peu des critères, et après vous devez vous poser la question, je le fais en interne et j'ai le temps, ou je l'externalise. Voilà, c'est quand même des points, et ça, les directions juridiques, elles sont là, on fait des appels d'offres, etc. Ça revient entre les mains d'un service achat qui n'y connaît absolument rien, qui est en train de regarder et qui fait du... on voit de tout, je vous assure, c'est pas possible. Et c'est quand même un outil qui a des conséquences avec des sanctions derrière. Et puis derrière ça, il y a aussi un risque pénal. Donc il faut quand même l'indiquer. Et je vais vous montrer un petit peu tous ces points là-dessus. Alors, donc vous voyez, entrer en vigueur le 25 mai, donc c'est une date butoir. Ça veut dire déjà d'entrée de jeu, pour tous les juristes qui sont ici présents, que vous devez le 25 mai être en mesure de pouvoir présenter un registre. Sinon, vous n'êtes plus dans les... Autre chose qui est intéressante, c'est un champ d'application de cette réglementation qui est très large, avec 2 points majeurs, et qui vous permettent de comprendre. Alors, dans les serious games, on fait plein de jeux autour de ça. C'est que tous les traitements de données à caractère personnel, donc il y a des distinctions à partir de quand j'ai un traitement à données à caractère personnel, quand j'ai des traitements qui ne contiennent pas des données à caractère personnel, et donc le règlement ne s'applique pas. Et puis vous avez un champ territorial, c'est-à-dire que le responsable de traitement ou le sous-traitant ou son établissement principal, qui est basé au sein de l'Union européenne, eh bien, est concerné par le règlement, ou lorsque les produits et services ciblent des résidents européens. C'est ça, en fait, la force de ce règlement. Ce règlement a été fait aussi pour lutter contre les GAFA. Et pour donner une réponse aussi, puis on était le seul continent à ne pas avoir de protection des données. Vous allez en Chine, il y a une protection. Aux États-Unis, ils ont leur protection. En Russie, ils ont leur protection. Et qui marche, et puis vous ne pouvez pas utiliser des données, vous avez des contraintes et vous ne pouvez rien faire. Et tous les GAFA se plient, Facebook, Google, etc., les appliquent. En Europe, on pouvait faire n'importe quoi. J'allais dire que si vous regardez très très bien, et Sylvain peut vous en parler, j'ai mon ami confrère Sylvain ici présent, mais depuis des années, on y était là-dedans. Quand on a vu apparaître les réseaux sociaux, ils ont créé des droits qui n'existaient pas. Quand vous allez sur Facebook, hein, on vous dit, regarde, quand tu viens chez moi, je reconnais que tu es propriétaire de tes données. Attendez, je vous ai dit que ça n'existe pas. Et regarde, comme je suis gentil, comme tu es propriétaire, avec toi je deviens copropriétaire. Et puis là, quand vous regardez aujourd'hui les clouds, alors vous avez vu ce matin, c'était encore dans les échos, Microsoft a annoncé qu'il mettait 3 data centers en France, 2 à Paris et 1 à Marseille. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus faire n'importe quoi, y compris dans le cloud. Je vous rappelle que la réponse du règlement, c'était une réponse qui avait été instaurée parce qu'à un moment donné, quand on a vu arriver le cloud computing, il n'y avait plus de loi. Quelle est la loi qui s'applique? Google en a vraiment utilisé dans plein d'affaires. Et puis avec le big data, ça concerne des données en masse qui arrivent en quantité, qui ne sont pas structurées et pas stabilisées. C'est-à-dire que la loi ne s'applique pas, puisque la loi ne s'applique à des données structurées et stables. Donc on pouvait dire, ouais, finalement on arrive, vous allez voir, avec le principe du privacy by design, on va arriver à récupérer, retrouver en fait le pouvoir sur nos données et le droit sur nos données. Donc voilà, produits et services qui ciblent des résidents européens, le règlement s'applique. Alors, juste, c'est pour vous montrer, il y a des petits jeux, mais c'est un exemple dans notre Serious Game. Là, vous avez on met un responsable de traitement, on met une personne qui est une personne concernée, un sous-traitant, puis on dit voilà, ils sont basés là, et comment, et puis les gens doivent jouer, si vous voulez, là-dessus. Mais c'est incroyable, mais cette partie qui est très complexe, on arrive, si vous voulez, à très vite comprendre. Alors vous avez et à savoir comment ça s'applique. Hein. On a fait là-dessus, vous avez des points qui sont relativement intéressants. Au-delà de ça, je voudrais vous montrer, parce que c'est quand même l'important, vous savez finalement, moi j'ai travaillé avec mes différents maîtres de stage, et chaque fois on me disait, le droit c'est regarde la sanction. La différence entre, si vous voulez, le problème c'est le droit, est-ce qu'il y a des sanctions et est-ce qu'elles sont appliquées? Quand elles ne sont pas appliquées, on prend des risques, ça, tous ceux qui sont en entreprise le savent bien. Quand il y a des sanctions, on regarde à 2 fois et on voit après quel type de risque on prend. Alors jusqu'à présent, quand on s'appelait Google, franchement, 100 000 €, c'était à mourir de rire. C'était même pas une minute de publicité. Et c'était ce qui était fait. Alors pour cela, après, on a dit on va être un peu plus excité. Dans le cadre de la République numérique et sur le droit des plateformes, parce qu'on voyait déjà pondre ce qui va être le nouveau... Je vous le dis quand même, là aujourd'hui vous avez le RGDP, après quand vous allez terminer le RGDP, ce sera les places de marché. Hein. Évidemment, c'est le vrai problème, les vrais enjeux, les vraies questions de concurrence, etc. Eh bien, on a mis avec la réglementation sur les plateformes en 2016 pour 3 millions d'euros.
Et puis on a créé un droit qui n'existe nulle part ailleurs, mais que l'on a et qui se retrouvera dans la loi informatique et liberté 3, qui est le testament numérique. Hein. Et puis peut-être la majorité numérique qui est prévue, alors pas de 16 ans, mais 15 ans. Hein. Le Sénat a dit 15 ans, donc ça il faut le voir. On a une majorité numérique. Alors pour tous ceux qui font du gaming, pour tous ceux qui ont des offres qui vont vers les enfants, il y a aussi l'accord parental qu'il faudra mettre en place.